Ma fille de 15 ans a eu une brûlure au second degré en aidant dans la cuisine avant l'anniversaire de ma mère. Elle peut encore remuer avec l'autre main. Ma mère a dit, puis l'a fait finir de préparer le dîner pour 18 personnes. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas crié. Je l'ai fait 3 heures plus tard. J'avais 53 appels manqués. Je suis entré en souriant. C'est cette partie qui me hante, le sourire léger, amical, tout va très bien que j'avais sur mon visage quand j'ai ouvert la porte d'entrée de ma mère et que je suis entré dans ce qui ressemblait, pendant 5 secondes et demie, à une réunion de famille parfaitement agréable. L'odeur m'a frappé en premier, beurre à l'ail et une légère odeur de célébration achetée en magasin, le genre de parfum que seule ma mère appellerait fait maison. La maison était pleine. Mes frères et sœurs étaient là. Leurs enfants se poursuivaient entre le salon et la cuisine, excités par le sprit et le glaçage. Les adultes buvaient du vin bon marché et faisaient semblant de ne pas se juger les uns les autres. Ma mère tenait la cour près du four, versant de manière théâtrale une sauce brun orangé sur un plat de lasagne comme si c'était sa dernière peinture. Mon père se tenait à côté d'elle, hochant la tête dans le vide. Tout semblait normal. Tout semblait bien. Et c'est comme ça que j'ai su que quelque chose n'allait pas, parce qu'Olivia n'était pas là. Maintenant, ma fille n'est pas du genre à attirer l'attention. Ce n'est pas l'enfant qui fait des roues dans la cour avant ou qui fait des discours improvisés sur les grenouilles en voie de disparition à table, mais elle est toujours présente, serviable, observatrice, un bourdonnement constant en arrière-plan, pliant des serviettes ou versant des boissons ou répondant poliment quand ses oncles lui demandent si elle a déjà un petit ami. Elle ne disparaîtrait pas comme ça. Alors j'ai demandé, où est Olivia? La fille aînée de ma sœur a levé les yeux de son téléphone et a haussé les épaules. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle était allée s'allonger. Je pense qu'elle est probablement juste fatiguée, a ajouté mon frère, sirotant sa bière comme si c'était normal. Ils l'ont fait courir toute l'après-midi. Quelqu'un a ri. Peut-être qu'elle passe une de ses journées, à plaisanter une cousine, avec un sourire suffisant, le genre de sourire qui se transmet de génération en génération. Ma mère a levé les yeux au ciel comme si j'avais demandé où était la reine. Elle va bien. Les adolescents, vous savez à quel point ils peuvent être dramatiques. Et j'aurais aimé arrêter de sourire à ce moment-là. J'aurais aimé laisser tomber le gâteau que je tenais, les bousculer et courir directement trouver ma fille, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ri légèrement, j'ai dit quelque chose comme « je vais aller voir comment elle va », et j'ai donné le gâteau à ma sœur qui, au passage, n'a pas sourcillé. Le couloir était bruyant. La porte de la chambre d'amis était fermée. J'ai frappé doucement. « Olivia ?» Silence. Puis un bruissement. « Maman ?» C'est là que j'ai su. C'était la façon dont elle l'a dit, petite, fragile, et tellement différente de son sarcasme habituel, un sourcil levé. J'ai ouvert la porte. Elle était recroquevillée sur le bord du lit, serrant une bouteille d'eau froide contre sa main gauche. Son visage était rouge et taché, ses yeux vitreux. Sa main droite tremblait alors qu'elle essayait d'empêcher la bouteille de glisser. « Chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me suis brûlé. Les mots sont sortis sans expression, comme si elle n'avait plus de volume. Je me suis assise à côté d'elle. Elle a légèrement tressailli, puis s'est détendue. Elle m'a laissé enlever la bouteille. La peau sur le dos de sa main était rouge vif, boursouflée, avec les débuts de bulles claires et à vif se formant sur ses articulations. Il y a combien de temps? Un moment. Combien de temps et un moment? Je ne sais pas, 2 heures peut-être plus. Mon sang s'est glacé. Tu n'as rien dit à personne? Si. Sa voix s'est brisée. Je l'ai dit à mamie et papy et à tante Léa et à oncle Nat. Je leur ai tout dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle a dégluti. Que j'étais dramatique, que je ne voulais juste pas aider. J'ai cligné des yeux. Mamie a dit que je pouvais remuer avec l'autre main. Voilà la phrase. Celle qui allait plus tard claquer dans mon esprit comme un piège. Je me suis levé. Il partait, mais la fête ne vaut pas une brûlure au second degré. Je l'ai aidée à se lever doucement. Elle a grimacé en glissant sa main dans la manche de son sweat à capuche. Je l'ai guidée silencieusement hors du couloir, devant la salle de bain, devant les escaliers, devant le bruit du rire de ma mère qui montait de la cuisine comme de la vapeur. Elle ne nous a pas vus. Aucun d'eux ne nous a vus. Nous sommes montés dans la voiture. J'ai conduit vite, mais pas trop vite. Pas assez pour qu'Olivia voie que je paniquais, juste assez vite pour l'emmener là où elle devait aller.
L'infirmière du triage a regardé sa main et a appelé un médecin en moins de 30 secondes. Les mots « risque d'infection »,« cicatrice possible » et « traitement retardé » ont été utilisés. Je suis resté là, me mordant l'intérieur des joues si fort que j'ai senti le goût du sang. Ils l'ont bandé avec soin, ont expliqué ce qu'il fallait faire, lui ont dit qu'elle aurait besoin d'un suivi. Puis ils m'ont demandé, doucement mais clairement, pourquoi personne ne l'avait amené plus tôt. Je n'ai pas répondu, car comment expliquer à un étranger que votre fille était dans une pièce pleine d'adultes, des proches qui plussaient, pendant que sa peau se boursouflait, palpitait et hurlait, et qu'aucun d'eux n'a pensé qu'elle méritait des soins médicaux? Comment expliquer que votre mère, la femme qui a publié des photos de bébé de sa petite fille chérie sur tout Facebook, lui a dit de remuer avec l'autre main? Comment expliquer que votre fille n'a même pas pleuré avant le trajet en voiture? Elle ne voulait pas gâcher l'anniversaire de mamie. Nous avons quitté les urgences avec un dossier d'instruction, une ordonnance et un sac de fournitures médicales. Mon téléphone a vibré dès que nous sommes sortis, un appel manqué, puis 6, puis 13. Les textos affluaient. Où es-tu allé? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'Olivia est partie avec toi? Maman demande. On va bientôt couper le gâteau. Je n'ai pas répondu. Ça a défilé pendant le trajet jusqu'à la maison, et je l'ai mise au lit avec sa main enveloppée dans de la gaze comme une vérité fragile. J'avais 53 appels manqués, et aucun d'eux n'était des excuses. Pas encore, mais ils allaient arriver, mais pas de la façon dont ils s'y attendaient. On dit que, votre enfance façonne votre vision du monde. La mienne a façonné ma tolérance à la douleur. Je ne veux pas dire ça dans le sens d'un livre de développement personnel sentimental. Je veux dire littéralement. Mon corps a appris à ne pas réagir, orteil cogné, on oublie, fièvre, on va à l'école, poignet foulé à 12 ans en montant le linge, il fallait quand même préparer le dîner. Ce genre de façonnage. Avant, je pensais que ça me rendait forte, mais en restant là aux urgences, en regardant une infirmière bander la main boursouflée de ma fille pendant qu'elle restait calme et composée et complètement vaincue, j'ai réalisé quelque chose de laid. Je n'avais pas seulement hérité de cette tolérance. Je l'avais transmise, parce qu'elle n'avait pas crié, n'avait pas fait de scène, n'avait supplié personne de l'aider. Elle était restée polie, obéissante, invisible, comme je l'étais avant. J'étais l'aîné de 3 enfants. Ma sœur et mon frère ont 2 ans d'écart. J'avais 4 ans de plus. Je suis arrivé en premier, ce qui voulait dire que j'étais arrivé au pire moment possible. Ma mère disait que je l'avais précipité dans l'âge adulte, comme si j'avais ruiné quelque chose de sacré en naissant de manière inopportune. Elle est tombée enceinte de moi à 19 ans, a épousé mon père à 20 ans, et n'a jamais cessé de me blâmer pour les deux. Quand mes frères et sœurs sont arrivés, les choses se sont améliorées pour eux. Mon père a eu une augmentation. Ils ont acheté une maison avec un jardin et ont amélioré le lave-vaisselle. Les difficultés financières du début de la parentalité se sont transformées en barbecue dans le jardin et en anniversaire filmé, mais à ce moment-là, j'étais déjà le 3e parent, celui qui n'était pas payé. Je ne me souviens pas de la première fois qu'on m'a dit d'aider. Ce n'était pas un événement. C'était l'air, constant, baigne ta sœur, occupe ton frère, prépare le déjeuner, fais tes devoirs, ne te plains pas. Il n'y avait pas de merci, juste plus de tâches. Je me souviens avoir eu la grippe en 6e, forte fièvre, douleur dans tout le corps, étourdi juste en clignant des yeux. J'ai dit à ma mère que je ne pensais pas pouvoir aller à l'école. Elle a soupiré et a dit, « Eh bien, je dois quand même aller travailler, non ?» C'était la fin de cette conversation. Je suis allé à l'école. J'ai vomi derrière un arbre à la récréation, puis j'ai eu des ennuis pour ne pas avoir participé au gymnase. Je me souviens avoir pensé, clairement, vivement, que peut-être que j'obtiendrais de la sympathie si je m'évanouissais, pas parce que je voulais faire peur à qui que ce soit, mais parce qu'on m'avait appris à croire que si la souffrance n'était pas publique, elle ne comptait pas. Avance rapide jusqu'au lycée. Je voulais étudier la médecine. J'adorais les sciences, j'adorais l'idée de résoudre des mystères dans le corps des gens. J'ai suivi un pédiatre pendant une semaine et je suis rentrée rayonnante. J'ai dit, je pense que je veux être médecin. Ma mère a cligné des yeux et a ri. Ce n'est pas pour les gens comme nous. Les gens comme nous, signifiait la classe ouvrière. Ça voulait dire que je n'étais pas assez jolie, assez intelligente, assez riche, ou que je ne valais pas l'investissement. Elle a dit que les soins infirmiers étaient plus réalistes, plus pratiques. Je serais toujours en train d'aider les gens, d'aider, toujours d'aider. J'ai postulé à un programme communautaire, j'ai été accepté, bourse, subvention,
un travail le week-end pour que ça marche. Personne ne m'a aidé avec les candidatures. Personne ne m'a acheté un ordinateur portable. Personne ne m'a même demandé comment se passaient les cours, mais ils étaient heureux de dire à leurs amis, notre fille est infirmière. Pendant ce temps, ma sœur a eu du balai. Plus tard, elle a obtenu un BA dans quelque chose qui s'appelle la sociologie environnementale, ce qui, je pense, se traduit par « s'il vous plaît, embauchez-moi, je suis intéressante ». Mon frère a eu des camps d'écriture, des visites d'école de cinéma et un diplôme de 2 ans qu'ils n'utilisent toujours pas. Ils n'avaient pas à gagner leur soutien. On leur a donné comme une assiette préchauffée, et pour être honnête, ils n'étaient pas cruels. Ils ne l'ont juste jamais remis en question. Pourquoi l'auraient-ils fait? Je gagne plus que de maintenant, de beaucoup, mais je reçois toujours des textos comme « Tu peux aider avec les affaires de la rentrée scolaire? Tu connais un bon médecin pour les genoux de maman? Tu peux vérifier ce grain de beauté bizarre sur le bras de mon fils? » Je suis le guichet automatique familial et la barre de recherche Google, concierge médical avec un sourire, jusqu'à récemment. De retour à l'hôpital, Olivia n'a pas dit grand-chose. Elle a laissé le médecin parler, a laissé l'infirmière bander sa main. Elle a remercié tout le monde, même en grimaçant. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai fait du thé et l'ai mise au lit avec Netflix et une couverture lestée. Elle a finalement laissé échapper un souffle tremblant et a dit « C'est bizarre, ça fait plus mal maintenant. » J'ai acquiescé. C'est parce que quelqu'un l'a finalement remarqué. Elle a fait une pause. « Maman, je peux te demander quelque chose? » Bien sûr. Je pense que je veux faire de la médecine, comme être médecin. J'ai toujours voulu, mais je pensais que je ferais peut-être plutôt des soins infirmiers. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Pourquoi? Elle a haussé les épaules, les yeux sur la couverture. Parce que nous ne sommes pas riches, et que tu es infirmière, et que tu es géniale. J'ai souri, mais c'était comme avaler du gravier. Et je pensais juste que c'était peut-être plus réaliste, tu sais. Elle ne demandait pas la permission. Elle demandait si c'était autorisé, et pendant une seconde, je me suis vu, à 15 ans, regarder ma mère dire « ce n'est pas pour les gens comme nous », et rétrécir pour rentrer dans le moule, mais Olivia n'allait pas rétrécir, pas si j'y étais pour quelque chose. Je n'ai pas dit tout ce que je pensais à ce moment-là. Je n'ai pas pleuré ni fait de discours. J'ai juste dit « tu peux être ce que tu veux, et je trouverai un moyen de t'y emmener ». Mais dans mon esprit, j'étais déjà en train de construire la route. Je n'arrête pas de penser à la façon dont la douleur résonne, comment un moment, une brûlure, un regard, une phrase peuvent vivre dans votre corps pendant des années. La voix de ma mère vit encore parfois dans la mienne, dit toujours « ne surréagis pas », quand je tressaillis, dit toujours « passe à autre chose », quand j'ai besoin d'aide, mais la voix d'Olivia est plus forte maintenant, et c'est mon travail de protéger la sienne. La première chose que j'ai coupée, c'est l'argent. Pas le geste le plus audacieux que j'ai jamais fait, mais certainement le plus silencieux. Pas d'annonce, pas de dispute, juste quelques clics et un court message à ma banque confirmant que les virements récurrents étaient terminés. C'était comme débrancher une machine que j'alimentais depuis des années, et puis juste écouter le silence. Après ça, j'ai écrit une phrase à ma mère, je ne serai plus disponible pour les séances de thérapie. Veuillez consulter un professionnel agréé. Je ne m'attendais pas à un merci, mais je ne m'attendais pas non plus à l'équivalent émotionnel d'une détonation nucléaire. 15 minutes plus tard, le téléphone a sonné. C'était elle. Contre mon meilleur jugement, j'ai décroché. « Oh, maintenant tu as le temps de répondre », a-t-elle dit. Pas de bonjour. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai regardé par la fenêtre. Est-ce que c'est à propos de l'argent ou de l'aide médicale? Silence. Puis un ricanement. Je suis ta mère, a-t-elle dit. J'ai mal, et tu es infirmière. Tu m'as toujours aidé. Tu as fait remuer des pattes à ma fille avec une brûlure au second degré. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-elle rétorqué. Personne ne savait qu'elle était aussi blessée. Elle te l'a dit 3 fois. Je pensais qu'elle était dramatique. Il n'y avait pas de regret, pas d'excuses, juste la même vieille histoire avec un nouveau rouge à lèvres. Elle a 15 ans, ai-je dit. Et j'en ai 62 et je ne peux pas dormir à cause de mon mal de dos, a-t-elle répliqué. Je pensais que nous étions une famille. Tu as dit qu'elle pouvait remuer avec l'autre main. Ma voix n'a même pas craqué. J'avais répété cette phrase dans le miroir. Elle est restée silencieuse à l'autre bout du fil, juste en train de respirer.
Tu nous punis pour un petit malentendu, a-t-elle finalement murmuré. Non, je ne fais juste plus semblant, et j'ai raccroché. Je m'attendais à moitié à ce qu'une fanfare de culpabilité arrive à ma porte le lendemain, des ballons peut-être, un bouquet qui disait « Désolé que tu aies des limites maintenant », mais il n'y avait rien. Pas de texto, pas d'appel, pas de métard le soir de ma sœur faisant semblant de vouloir juste prendre de mes nouvelles, juste de l'espace, et pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, j'avais du temps. Du vrai temps. J'ai emmené Olivia boire un café un soir de semaine. Nous nous sommes assises sur le canapé et avons regardé des émissions de télé-poubelle avec des poches de glace sur sa main et des chaussettes duveteuses sur nous deux. Je suis allé me coucher avant minuit et je me suis réveillé sans rien redouter. C'était bizarre, comme si j'étais accidentellement entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Et puis le groupe de discussion s'est allumé. Ma mère m'a devancé, toujours la première à être coupée. Olivia n'a jamais dit qu'elle était blessée. Elle a juste dit qu'elle était fatiguée. Nous pensions qu'elle était allée se coucher. Nous ne savions pas que quelque chose n'allait pas. J'ai tellement souffert ces derniers temps, et maintenant ma fille ne veut plus me parler alors qu'elle est infirmière. J'ai regardé l'écran. C'était comme regarder quelqu'un réécrire l'histoire avec des crayons de couleur. Elle a omis la partie où ils ont dit à Olivia qu'elle était paresseuse, où ils ont ri, où ils lui ont donné le plat chaud. Elle a omis la partie où Olivia a passé 2 heures à travailler avec une peau à vif et boursouflée parce qu'elle ne voulait pas gâcher l'anniversaire de mamie. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. Je ne voulais pas faire de discours, alors je n'en ai pas fait. J'ai juste posté une photo de la main d'Olivia entièrement bandée, avec le logo de l'hôpital visible dans le coin, et puis j'ai écrit « Elle vous l'a dit 3 fois. Vous avez ri. Vous lui avez dit de remuer avec l'autre main. Elle a cuisiné malgré une brûlure au second degré. C'est pour ça qu'on est parti. » La discussion s'est figée. Une cousine a laissé un pouce en l'air. Une autre a quitté le groupe complètement, et puis des heures plus tard, longtemps après que j'ai pensé que la poussière était retombée, est arrivé le message auquel je ne m'attendais pas. C'était de ma tante, la sœur de ma mère. Je ne voulais pas m'impliquer, mais j'étais là. J'ai cligné des yeux. J'ai entendu ce qu'ils ont dit. Ils lui ont donné le plat chaud exprès, on dit que ça lui apprendrait à être plus prudente. Puis ils ont ri de son côté dramatique. Ils ne pensaient pas qu'elle se blesserait vraiment, mais ils voulaient prouver quelque chose. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je n'ai pas pleuré, je pensais que j'allais pleurer, mais au lieu de ça, j'ai souri, pas un sourire heureux, pas même un sourire soulagé, juste le genre de sourire que vous faites quand vous réalisez que vos instincts étaient justes, que vous n'étiez pas trop sensible, que c'était vraiment si grave, qu'il pensait vraiment que la douleur était un outil d'enseignement, et que quelqu'un d'autre a finalement eu le courage de le dire à voix haute. Olivia n'a pas lu la discussion. Je ne voulais pas qu'elle la lise. Elle dormait sur le canapé, recroquevillée sous la même couverture qu'elle avait utilisée la nuit où nous sommes rentrés des urgences. Sa main reposait sur l'oreiller maintenant que l'enflure avait diminué, la peau était encore rouge mais guérissait. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai fait défiler les messages une dernière fois, puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai respiré. Ils se sont moqués de sa douleur, lui ont dit de remuer avec l'autre main, puis ont essayé d'effacer la vérité, mais quelqu'un l'a finalement dit à voix haute. Je pensais que les cris s'arrêteraient après que la tante ait pris la parole. On pourrait penser qu'un message public disant qu'ils ont donné intentionnellement un plat brûlant à votre fille me vaudrait au moins quelques semaines de calme, une réflexion familiale, peut-être même des excuses tièdes. Au lieu de cela, cela a déclenché ce que j'appelle maintenant avec amour l'ère de la panique prélégale. Personne n'a dit le mot « procès », bien sûr. Ma famille est allergique à tout ce qui pourrait impliquer la responsabilité ou la paperasserie, mais soudain, tout le monde avait une opinion, une théorie, une version réécrite des événements où personne ne se souvenait, personne ne voulait rien dire, et personne n'était à blâmer. C'était comme regarder un cirque de gaslighting où chaque acte consistait à effacer la douleur de ma fille d'une manière un peu plus créative. Alors j'ai arrêté de répondre. Jusqu'à ce que le téléphone sonne un après-midi tranquille et que ce soit ma grand-mère. Elle n'appelle pas souvent. Nous lui rendons visite toutes les 2 semaines comme sur des roulettes, et elle n'est pas très téléphone, mais elle avait lu la discussion, chaque mot, chaque émoji, chaque mensonge. Elle n'a même pas dit bonjour. J'ai vu ce que ta tante a dit. J'ai vu ce que ta mère a fait, et j'en ai assez. Je me suis assise. J'ai changé le testament. Tout te revient. Silence de mon côté. Elle a continué, parfaitement calme.
Ils pensent que se présenter à une fête leur donne droit à un héritage, mais les héritages vont à ceux qui nettoient le désordre. C'est toi. Puis plus doucement, et si je suis toujours là quand Olivia commencera l'école de médecine, et j'ai bien l'intention de l'être, dis-lui de m'appeler si elle a besoin de quoi que ce soit. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je pense que j'ai demandé si elle était sûre, peut-être 2 fois. Elle a dit, tu te présentes, il ne se présente pas, et je ne suis pas encore en train de mourir, donc s'ils veulent me combattre là-dessus, ils peuvent le faire en face. Je n'ai pas tout de suite dit à Olivia, pas parce que je ne voulais pas. J'avais juste besoin de respirer ça pendant 1 minute, de laisser l'air changer, mais ce soir-là, je me suis assise sur son lit, et je lui ai tout raconté de l'appel, du testament, de ce que ça voulait dire. Elle m'a regardé avec de grands yeux. Tout. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Donc, elle était sérieuse au sujet de l'aide pour l'école de médecine? Je n'ai pas pu retenir mon sourire. Nous n'avons plus à nous en soucier. Nous pouvons juste dire oui maintenant. Elle m'a serré dans ses bras et ne m'a pas lâché pendant longtemps. 2 semaines plus tard, nous sommes allés rendre visite à mamie, comme toujours, moi, Olivia, mon mari, un sac de provisions, dans le rythme habituel du dimanche. Elle nous a préparé du thé. Nous nous sommes assis dans le salon. C'était normal, ce qui aurait dû être mon premier indice. Les coups à la porte étaient secs, répétés, comme si quelqu'un avait planifié comment ça sonnerait, et puis ils sont entrés, tous les 4, mes parents, ma sœur, mon frère. Olivia s'est raidie à côté de moi. Mon mari s'est levé sans dire un mot, et je n'ai pas bougé d'un pouce. Oh, comme c'est gentil, a murmuré ma grand-mère, sans même se soucier de cacher son dégoût. Les vautours sont arrivés à temps pour le dessert. Mon père n'a pas ri. Il a pointé du doigt. Tu l'as manipulé. La voix de ma mère a craqué comme une charnière. Nous ne savions pas. Nous ne voulions pas. Mon frère, qui n'avait pas parlé à mamie depuis des mois, a coupé la parole. Tu l'as empoisonné contre nous. C'était censé être partagé. Ma sœur, qui m'a une fois demandé de lui envoyer de l'argent sur Venmo au milieu de ses vacances, a opté pour le côté dramatique. Tu l'as forcé à choisir un camp. Je me suis levé. Non, ai-je dit. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Et vous, vous avez fait un dîner avec la douleur de ma fille. Le visage de ma mère a pris une teinte que je n'avais pas vue depuis qu'elle avait essayé une cure de jus. Tu ne sais pas ce que tu fais. En fait, a dit ma grand-mère, se levant lentement, si. La pièce s'est tue. Elle les a regardés tous les 4 et a dit avec le genre de calme qui ne terrifie que les non préparés, je vous ai regardé lui prendre pendant des années, et je vous ai regardé ignorer la blessure de cette fille comme si elle était un accessoire dans votre défilé d'anniversaire. Elle a pointé du doigt Olivia, dont la main, toujours en train de guérir, reposait sur ses genoux. Elle est la seule ici dont je suis fier. Puis elle m'a regardé. Faites-les sortir de ma maison. Je n'ai pas eu à le faire. Mon père est sorti en premier, rouge de colère et marmonnant. Ma mère a suivi, pleurant toujours mais plus silencieusement maintenant. Mes frères et sœurs ont traîné derrière, les bras croisés, les yeux rivés sur le sol. Personne n'a dit au revoir. 3 jours plus tard, leurs vacances en famille ont été officiellement annulées, pas qu'il me l'ait dit, mais Olivia m'a montré le post d'une cousine, initialement destiné uniquement aux amis proches, sur la façon dont les plans étaient tombés à l'eau et que certaines personnes gâchaient tout. Je n'ai pas répondu, principalement parce qu'Olivia m'avait jusqu'au coude dans les sites web des écoles de médecine, même s'il lui restait encore 3 ans. Apparemment, la préparation précoce est son nouveau passe-temps. Ça pourrait être pire, ça aurait pu être la poterie. Ce soir-là, elle s'est blottie à côté de moi sur le canapé, sa tête sur mon épaule, et a chuchoté, tu ne m'as pas seulement protégé, tu m'as cru. C'est différent. Et c'est là que j'ai su que j'avais fait quelque chose qu'on ne m'avait jamais donné. Je ne l'avais pas seulement défendu. Je l'avais choisi, au-dessus de mes parents, au-dessus du maintien de la paix, au-dessus de l'orgueil. Je l'avais choisi, et elle le savait, moi aussi. Aller trop loin ou pas assez loin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je n'ai traîné personne au tribunal. J'ai juste arrêté de leur donner ce à quoi ils n'ont jamais eu droit et j'ai choisi ma fille à la place. Certaines personnes disent que c'est dur. D'autres disent que c'est plus que tant, mais je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Faites-le moi savoir dans les commentaires, et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, brute et parfois un peu désordonnée, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche.